Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir à l'Institut national du cancer pour ce webinaire spécifique à la désescalade thérapeutique en cancérologie. Donc, nous sommes tous les trois avec Jean-Baptiste Méric, Laura Protard et donc moi-même, Déborah Svetojevic, présents pour vous accompagner dans ce webinaire et pour vous faire une petite introduction. Donc, on va commencer, si vous en êtes d'accord. Donc, quelques mots sur la stratégie décennale de lutte contre les cancers. C'est un sujet que certains d'entre vous connaissent très bien. C'est une stratégie qui a été annoncée par le président de la République, Emmanuel Macron, il y a maintenant un an, avec des ambitions très fortes. En premier lieu, celle d'améliorer l'offre de santé et le service rendu aux personnes, et qui est construite autour de 4 axes: améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des personnes malades, lutter contre les cancers de mauvais pronostic et assurer que les progrès bénéficient à tous. Et finalement, c'est dans le cadre de ce deuxième axe de limitation des séquelles que nous nous inscrivons aujourd'hui avec ce sujet de la désescalade thérapeutique et une volonté forte de l'Institut d'appeler à la mobilisation de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes concernées pour atteindre cet objectif finalement qui va nous permettre de prévenir, limiter, traiter, compenser les séquelles. On y reviendra tout au long de ce webinaire. Alors, la désescalade thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Ça va être là aussi l'un des enjeux de la discussion de ce soir. À l'Institut national du cancer, nous sommes dans une acception large de ce concept et de cette notion, et nous souhaitons vraiment pouvoir accompagner des dynamiques ambitieuses, innovantes. Donc, on a le souhait d'être finalement sur un maximum de modalités thérapeutiques, de techniques, de pratiques organisationnelles mises en œuvre dans cette ambition de réduire en quelque sorte la toxicité, nocivité, les effets secondaires et évidemment plus globalement les séquelles que les patients sont susceptibles de subir, issues en l'occurrence tant de la maladie, mais également et surtout des traitements de la maladie. Donc, ce qu'il faut que l'on retienne ensemble, c'est que nous avons vraiment le souhait de centrer la notion autour de l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Donc, on sera vraiment tout au long de ce webinaire et plus tard, lorsque nous accompagnerons donc notre fameux appel à projet, centré autour des besoins du patient. Et dans ce cadre-là, on va chercher véritablement à s'intéresser, je le disais à l'instant, à l'ensemble des modalités de traitement, donc évidemment chirurgie, radiothérapie, traitement médicamenteux, activité interventionnelle. Donc la désescalade thérapeutique trouve sa place dans chacune de ces modalités, mais on sait aussi qu'elle trouvera sa place dans la façon d'apporter ces traitements aux patients, que ce soit en hospitalisation finalement de jour plutôt que conventionnelle, en séance ou en pas d'hospitalisation finalement à la place d'une hospitalisation, et de la même façon que l'on soit sur des techniques qui vont être des voies d'administration changeantes, et notamment pour la chimio orale plutôt que chimio IV. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas réduits à une approche par modalité de traitement. On sera vraiment sur modalité de traitement, modalité d'administration, modalité de prise en charge, le tout concourant évidemment à être sur une limitation des séquelles. Et peut-être, avant de passer la main à JB, une précision importante, c'est évidemment une limitation des séquelles à efficacité égale, voire supérieure. C'est un sujet auquel on tient particulièrement. Évidemment, la désescalade thérapeutique, oui, mais pour un effet de ces thérapeutiques qui soit au moins de qualité équivalente, et c'est aussi ce que l'on posera parmi les exigences de notre appel à projet. Alors effectivement, c'est important ce que tu disais sur ce mot de désescalade, puisqu'on a eu, quand on a lancé cette dynamique, des gens qui nous ont dit « mais pourquoi vous dites désescalade et que vous ne dites pas place de l'arrêt des traitements ou du soin palliatif ?» Non, 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 ce n'était pas ça la désescalade dont on parlait. Il y a aussi nos collègues de gériatrie qui ont très peur qu'on parle de désescalade et qui disent « mais attention, attention, nous on se bat pour défendre le fait que certains de nos patients doivent avoir accès au même traitement que les patients plus jeunes, donc il ne faut pas désescalader ». Donc effectivement, c'est à activité égale.
Donc ce soir, on voulait, avant de parler de notre appel à projet, vous présenter des exemples déjà de désescalade, de techniques moins invasives, moins lourdes, moins contraignantes pour les patients, mais avec cette même ambition d'efficacité contre le cancer de même niveau que les alternatives qui ont précédé. Donc, on remercie beaucoup nos deux intervenants qui se sont mobilisés dans un délai assez court et contraints par les dates de publication de cet appel à projet qui ont un petit peu bougé et qui vont ce soir nous parler de quelque chose qui, voilà, pour eux est déjà une réalité de modalités de désescalade. Donc Frédéric Dumont qui va nous parler en premier de la chirurgie transorificielle du cancer du rectum. Donc là, on est sur le registre nouvelle voie d'abord, nouvelle technique avec un côté moins invasif et donc une probabilité de séquelles, de difficultés pour le patient qui est moindre. Et puis, Sophia Rivera nous parlera dans un deuxième temps de la façon dont l'hypofractionnement est en train de changer la radiothérapie, à la fois de la changer pour les praticiens, pour les physiciens, avec des contraintes qui sont différentes de ce que l'on connaissait avant, mais qui surtout est en train de changer complètement ce temps du parcours pour les patients et les patientes, en l'occurrence, puisqu'on parlera beaucoup cancer du sein. Je vais donc, sans tarder, passer la parole à Frédéric Dumont pour qu'il nous présente son expérience. On enchaînera les deux topos. On vous parlera, nous, après de l'appel à projet, et puis viendra le temps des questions pour l'ensemble des intervenants. Tout le monde restera avec nous jusqu'au bout. Merci encore une fois à nos deux collègues de s'être mobilisés pour être avec nous ce soir. Et je passe tout de suite la parole à Frédéric. Bonjour à tous. Je remercie l'Institut national du cancer de cette invitation. Moi, en effet, je vais vous parler de la désescalade thérapeutique dans le cancer du rectum avec un exemple sur la chirurgie transorificielle. Je vais prendre là. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, avant de vous parler des escalades thérapeutiques, il faut que je vous parle de la problématique qu'il y a dans le cancer du rectum. Je vais revenir sur... Il y a un petit délai entre ma commande et l'exécution. Mais c'est pas grave. On va y venir. Alors, la problématique qu'on a dans le cancer du rectum, en effet, c'est la chirurgie laisse des séquelles. Lorsqu'on fait une résection du rectum, il faudrait que ça se cale correctement. Je pense qu'il y a un petit... Lorsqu'on fait une chirurgie du rectum, on a à peu près 40% de séquelles qui sont considérées comme graves au niveau fonctionnel. Alors, ces séquelles sont définies chez nous par un syndrome qu'on appelle le Lars syndrome, qui réunit plusieurs symptômes d'intensité différentes. Ces symptômes sont l'incontinence, parfois, sont la fragmentation des selles, sont les défauts, la station d'évacuation incomplète. J'espère que maintenant, on est calé. Voilà. Il peut y avoir des urgences délicatoires et l'ensemble de ces symptômes sont regroupés par ce qu'on appelle le Lars syndrome et qui est sévère chez 41% des patients. Le Lars syndrome est directement corrélé à la qualité de vie. Donc, les chirurgiens du rectum ont pensé pendant longtemps faire comme ce qui avait été fait bien longtemps avant eux, c'est-à-dire dans la chirurgie, de faire de la préservation d'organes et de faire de la conservation du rectum et de ne pas le retirer en totalité. La problématique dans le cancer du rectum, c'est que, contrairement au cancer du sein, c'est que c'est un cancer qui est globalement de plus mauvais pronostic. Et donc, toute la partie de l'objectif des thérapeutes du cancer du rectum a d'abord été d'améliorer le pronostic de ces cancers. Bon, je vais encore de me caler sur une bonne diapositive.
Et donc, la première partie a été d'améliorer le pronostic. Et donc, on est passé par une phase d'escalade thérapeutique. Et finalement, les traitements fonctionnels du rectum et les traitements conservateurs du rectum sont un peu passés au second plan. Ce qui fait que l'évolution de la prise en charge des cancers du rectum a d'abord été une prise en charge de résection, puis de résection élargie, puis de radiothérapie préopératoire, puis de radiochimiothérapie préopératoire. Et maintenant, on est à la phase la plus importante de l'escalade thérapeutique, qui est de chimiothérapie intensifiée FOLFIRINOX, radiochimio, puis résection totale du rectum. Avec cette thérapeutique, on a 75% de survie sans récidive à 3 ans, ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est un vrai progrès. On n'est encore pas dans les chiffres des cancers aussi plus fréquents que le cancer du rectum, mais les cancers fréquents que sont le cancer de la prostate ou le cancer du sein. Mais c'est un vrai progrès. Aujourd'hui, ce traitement intensifié est le traitement oncologique de référence du cancer du rectum. Alors, ce traitement intensifié a eu un bénéfice secondaire qui a ouvert la porte au traitement conservateur du rectum et à non plus le reste total du rectum. On a quand même... Je suis désolé de ce problème technique parce qu'il y a un décalage entre ma commande et le passage diapositive. Cet avantage de ce traitement intensifié, c'est qu'on a eu un taux de stérilisation sur les pièces opératoires qui est devenu assez fréquent. L'une des limites majeures du traitement conservateur du rectum, c'était que le taux de stérilisation et le taux de réponse majeure oncologique étaient trop faibles. On avait des taux de stérilisation qui étaient de 12%. Les chirurgiens, pendant longtemps, on dit c'est 12%, il faut qu'on sache les diagnostiquer pour ne pas retirer de façon inutile un rectum qui avait été stérilisé. Sauf que quand vous avez un si faible, vous n'avez aucune imagerie qui est capable d'être suffisamment fine et descriptive pour reconnaître les patients qui avaient une stérilisation et ne pas leur retirer le rectum. Le taux d'erreur était trop grand. Donc, on s'est heurté à un mur qui est celui du diagnostic efficace de ces patients stérilisés et on n'arrivait pas à passer le cap du traitement conservateur du rectum. Avec ce traitement intensifié et ces taux qui deviennent plus importants de stérilisation complète, à la fois sur la tumeur primitive et sur les ganglions, avec des taux de stérilisation ganglionnaire de 82%, ça ouvre la porte au traitement conservateur d'organes. Les ganglions sont juste derrière le rectum. Si vous voulez faire un curage ganglionnaire, vous devez retirer tous les ganglions, mais aussi le rectum, c'est une obligation. Quand vous avez un taux de stérilisation de 80% dans l'extérieur du rectum, c'est ouvrir la porte à non plus faire une exérèse du rectum et de tous les ganglions qui sont derrière, mais à faire une exérèse uniquement de la tumeur qui est dans le rectum. Alors, de façon concomitante, la chance qu'ont eu les chirurgiens, c'est que l'évolution technique s'est développée. Et on a eu des outils plus performants pour faire ces chirurgies transanales, c'est-à-dire de résection de la tumeur à l'intérieur du tube digestif. Là, je vous ai mis tous les matériels, ce sont les matériaux qui sont arrivés sur le marché de façon concomitante et qui ont permis d'élargir les possibilités techniques intraluminales du rectum, avec des matériaux qui ont permis une meilleure mobilité des terres, une étanchéité au gaz, bref, des vrais progrès qui sont survenus à peu près au début des années 2000. Avec ce matériel, on peut faire donc des exérèses tumorales intraluminales plus larges, plus profondes, avec moins de fragmentation, et ce, de façon notable et de façon plus importante que ce qui était réalisé jusqu'à présent, c'est-à-dire la voie endoscopique, qui ont des matériaux qui sont beaucoup plus limités pour faire les exérèses tumorales transanales. Ils ont juste un petit lasso, ils ont juste un seul instrument pour faire cette technique, et c'est donc plus difficile. Donc, dans l'argon, la chirurgie transanale s'appelle la TAMIS, transanale micro-invasive chirurgie, et on sait qu'on peut faire des exérèses qui deviennent complexes au niveau intraluminal. Bon, j'ai anticipé la diapositive suivante. Ce qui a été inattendu également, c'est que cette
capacité, alors, excusez-moi, c'était pas là. Donc, on va revenir sur cette diapo-là. Donc, il y a eu une étude, la seule existante à ce jour, qui a évalué sur le plan oncologique si, pour des patients sélectionnés, avec des tumeurs sélectionnées, si l'exérèse tumorale transanale donnait le même résultat oncologique que l'exérèse complète du rectum. Donc cette étude était un peu compliquée, mais c'est vraiment une excellente étude parce qu'elle a impliqué, c'est une des rares études qui implique les deux objectifs que l'on se fixe quand on traite un cancer du rectum, à la fois le résultat oncologique et à la fois le résultat fonctionnel. Et les résultats montrent sur le plan oncologique que les résultats étaient équivalents. Donc ça a ouvert la porte à nouveau aux résections tumorales transanales. Je ne sais pas pourquoi il y a un décalage. Alors aujourd'hui, du coup, avec cette étude, la référence pour le traitement du cancer du rectum et la stratégie que l'on se fixe, section tumorale transanale, c'est la suivante, c'est celle du thésaurus. Donc, le thésaurus, pour nous, c'est la référence, c'est la réunion de tous les organismes scientifiques pour donner des standards thérapeutiques sur le cancer du rectum, qui est que le traitement conservateur du rectum peut être réalisé, mais il reste encore en cours d'évaluation, nécessite, s'il doit être réalisé, d'être utilisé dans des centres experts parce que on a des données solides, mais qui sont encore insuffisantes en termes de nombre d'études. L'autre évolution qui a été inattendue et qui est survenue avec cette évolution technique d'amélioration des possibilités techniques de résection transanale, ça a été qu'on a réussi au niveau chirurgical non plus à faire des résections tumorales transanales, mais également à faire des résections du rectum en totalité de façon transanale. Et là, on est sur une autre forme désescalade thérapeutique, qui est non pas de faire moins de résection du rectum, mais de faire de moins d'incisions cutanées, c'est-à-dire la celluloscopie, qui est une forme mini-invasive de la chirurgie, d'augmenter cette mini-invasivité et de faire de moins de résections pariétales, ce qui est une autre forme de désescalade thérapeutique, puisque cela améliore les suites post-opératoires. Donc là, vous voyez un exemple de résection rectale transanale. Donc, on retire le rectum en totalité en utilisant ce nouveau matériel qui est transanal. Voici le matériel et on arrive par cette voie à réséquer le rectum en totalité. Ce qui est une évolution technique totalement inattendue. Personne n'aurait pensé, il y a ne serait-ce que 10 ans, qu'on serait capable, uniquement par l'anus, de réséquer le rectum en totalité. Donc, l'intérêt de cette résection tumorale transanale, comme je vous ai dit, c'est de diminuer l'incision. Sur la droite, vous voyez un patient opéré d'un cancer du rectum de façon multitrocare, par voie transanale. Vous n'avez que la stomie de protection qu'on réalise systématiquement dans cette situation, de dérivation pour éviter les infections, et vous n'avez plus d'autres cicatrices. Et cette minimisation des cicatrices améliore et diminue les douleurs post-opératoires. Alors, dans cette stratégie de la chirurgie du rectum, cette stratégie devient complexe. Elle est complexe sur la technique que le chirurgien doit utiliser. On a la possibilité de la robotique, on a la possibilité, comme vous avez vu, du matériel unique transanal. Vous avez la possibilité des multitrocars encore à nouveau. Le chirurgien doit décider aussi la stratégie qui a le moins d'impact fonctionnel, le traitement conservateur d'organes ou la réalisation de stomie définitive qui est l'extrême inverse en termes de séquelles fonctionnelles. Il y a des stratégies thérapeutiques qui sont également différentes en associant la radiothérapie, la chimiothérapie préopératoire. Et il ne faut pas oublier non plus que la chirurgie du rectum est une chirurgie qui a le plus progressé
sur ces 20 dernières années en cancérologie digestive et qu'il faut continuer ces progrès en utilisant tous les essais thérapeutiques qui sont à notre disposition et évaluer encore ces stratégies d'escalade thérapeutique. Alors, quand on posait la question de la désescalade thérapeutique et quelles sont potentiellement les limitations et les progrès qui sont encore à faire, les questions posées, c'est d'abord, selon moi, comment accéder correctement à l'expertise. On sait que l'expertise pour ces chirurgies complexes améliore le diagnostic et sur la chirurgie du rectum diminue le risque de stomie définitive, donc diminue singulièrement le risque de séquelles fonctionnelles. On sait aussi que le ministère de la Santé actuellement revoit les seuils minimales en cancérologie pour augmenter un peu cette expertise. Et pour le cancer du rectum, on sait que le seuil qui se dessine est celui de la réalisation de 5 bas à moyen rectum pour accéder à cette expertise. Aujourd'hui, l'accès à l'expertise, il est assez mal structuré. L'avis d'experts, c'est pas très bien orienté. Peut-être que la solution, c'est de faire des RCP spécifiques. En digestif, on a à traiter 5 à 6 organes différents. Et donc, nos RCP ne sont pas peut-être assez spécialisés. Et les RCP de plus en plus spécialisés, les RCP spécifiques rectales et des RCP qui s'élargissent à un niveau régional, voire supra-régional, est probablement une des solutions de accès à l'expertise. Et nous, c'est ce qu'on fait sur le Péritoine, où on a dans le cadre d'un réseau labellisé par l'INCa, qui permet d'augmenter cette accessibilité à l'expertise. L'autre limitation qu'on a également pour l'accès à l'expertise, c'est limiter les déplacements. Les patients qui viennent de loin, certains qui se plaignent parfois de ces déplacements itératifs. Répétition des examens, la répétition des thérapeutiques peuvent être un facteur limitant. Et on met en place, nous, des accueils en un jour, ou comme beaucoup d'endroits, ou des stratégies de mise en place d'accueil en un jour. On multiplie soit les consultations et les examens pour limiter ces déplacements. Et c'est probablement, il faut favoriser ce type d'initiative. Ensuite, il est indispensable d'avoir une coordination adaptée. Là aussi, c'est dans l'évolution future en cancérologie. Il faut qu'il y ait beaucoup de partage d'informations, aussi bien en radiologie, parce qu'il va y avoir un parcours du patient qui va être complexe et qui ne va pas être dédié à un seul centre. Il va y avoir des centres, et ce qui se passe déjà, des centres de proximité qui vont faire le traitement pas moins spécialisé, mais je dirais qui nécessite d'être extrêmement présent, comme la chimiothérapie, également la biothérapie, où il faut venir tous les jours, et ne réserver la spécialisation qu'à des moments très spécifiques, que sont par exemple la chirurgie ou les examens qui nécessitent une morphologie comme l'échondoscopie ou l'IRM, qui nécessitent des expertises importantes. Cette coordination est indispensable. Dans le cancer du rectum, c'est probablement un cancer il y a le plus d'évaluation sur l'importance pronostique des délais entre chaque thérapeutique. Et ces délais doivent être respectés de façon stricte. Or, on sait que l'accumulation des consultations, des délais entre la consultation et thérapeutique nécessite une coordination parfaite. Les réseaux réseaux, les réseaux scientifiques sont probablement une des méthodes pour améliorer cette coordination et ce parcours du patient. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la désescalade thérapeutique a passé un cap récent dans le cancer du rectum, qui est la préservation d'organes, que la désescalade thérapeutique plus ancienne, mais qui progresse de façon constante, c'est le caractère mini-invasif des procédures chirurgicales. La chirurgie du rectum nécessite une prise en charge qui est multimodale, avec un respect strict des délais de prise en charge entre chaque thérapeutique, qui nécessite donc une coordination importante. Ça nécessite également une expertise pour des techniques complexes comme la résection tumorale transanale, mais ça peut nécessiter simplement une formation pour la résection tumorale transanale, qui est beaucoup plus simple, et nécessite incontestablement une collaboration régionale ou suprarégionale pour favoriser l'accès à toutes les possibilités thérapeutiques de désescalade thérapeutique dans le cancer du rectum. Je vous remercie et excusez-moi de cet impair technique dont je ne suis pas responsable.
Merci beaucoup. Oui, j'espère qu'on va avoir un passage plus fluide de diapos. On va essayer d'y veiller. Merci beaucoup pour cette présentation qui déjà, je suppose, va commencer à évoquer des questions. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions qu'on verra apparaître et qu'on conservera pour tout à l'heure. Et voilà, alors on disait la radiothérapie, il faut y aller tous les jours. Bah oui, mais tous les jours, pendant combien de jours? On va voir que on peut peut-être effondrer ce nombre de jours et se dire que tout à coup, bah là aussi, la question d'aller vers des centres avec un niveau d'expertise justement dans une radiothérapie dont les modalités techniques se complexifient un petit peu, bah, ça peut aussi être une solution. Et Sophia Rivera va nous expliquer tout ça maintenant. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de désescalade en thérapeutique, en radiothérapie, mais en fait, ce n'est pas vraiment une désescalade thérapeutique, c'est plutôt une désescalade dans le fardeau thérapeutique, ce qui rentre effectivement dans la définition évoquée tout à l'heure de la désescalade. Mais je crois que c'est bien important d'avoir ça à l'esprit. L'évolution des traitements en scénologie, en radiothérapie, elle est essentiellement passée ces dernières années par une évolution en termes de fractionnement. Alors, le fractionnement, pour les non-spécialistes, c'est finalement le nombre de séances, donc de fractions de radiothérapie. Et si on réduit le nombre de fractions, eh bien, pour avoir la même efficacité biologique, il va falloir augmenter la dose par séance. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'hypofractionnement, donc moins de séances avec des doses plus fortes par séance, mais une efficacité biologique équivalente. Et donc, ces études qui nous ont permis d'avancer dans ces modalités de fractionnement se sont d'abord intéressées à ce qu'on appelle l'hypofractionnement modéré, c'est-à-dire réduire modérément le nombre de séances, et de 25 ou 33 séances pour tout le monde, avec des séances délivrant 2 grès par séance, on est passé à 15 séances, comme on va le voir, notamment grâce aux essais en anglais et canadien. Et puis plus récemment, on a des études, donc l'étude UK Fast avec maintenant 10 ans de recul et l'étude Fast Forward avec maintenant 5 ans de recul, qui nous ont permis de montrer que 5 séances de radiothérapie pouvaient faire tout aussi bien que 15 ou 25 séances historiquement. Et je terminerai en vous montrant l'application qu'on en a fait à Gustave Roussy et les perspectives qu'on propose. Donc voilà un schéma résumant cette évolution du fractionnement. Vous voyez que ce qu'on appelle le normaux fractionné ici en haut, c'est 2 grès par séance avec 25 séances sur 5 semaines. Donc effectivement 25 allers-retours dans le centre de radiothérapie, plus éventuellement un boost, une surimpression sur le lit opératoire avec 8 séances supplémentaires, donc 6 semaines et demie de traitement. Et ces essais que j'évoquais, les essais anglais START et l'essai canadien, essai Ontario, ont montré en 2008 et en 2010, avec 5 ans de recul, qu'on avait une non-infériorité sur les outcomes oncologiques, donc sur la survie globale, la survie sans progression, la survie sans maladie, mais aussi sur les aspects de toxicité aiguë et tardive. Et ça a fait changer les recommandations américaines, donc de la Société américaine de radiothérapie, l'ASTRO, puis les recommandations européennes. Et les résultats à 10 ans de ces études publiées en 2013 ont fait ensuite changer ces recommandations à plus large échelle chez les patientes dès 18 ans. Donc aujourd'hui, le standard, quand on irradie le sein seul, puisque ces études portaient essentiellement sur le sein seul et non pas sur des patientes pour qui il fallait irradier les ganglions ou la paroi, mais donc quand on irradie le sein seul, aujourd'hui, le standard, c'est de faire 15 séances sur 3 semaines et en fonction des indications, éventuellement, d'avoir un boost supplémentaire. Logiquement, les Anglais, puisque 25 égale 15 et que 5 semaines égale 3 semaines, se sont posé la question de si on ne pouvait pas faire moins. Et donc, il y a eu 2 grosses études qui ont été publiées en 2020. La première, c'est l'étude UK Fast que je vais vous présenter, qui a évalué 5 séances, mais 5 séances sur 5 semaines, donc une séance par semaine. Et puis l'étude Fast Forward, qui a évalué 5 séances également, mais 5 séances sur une semaine, avec éventuellement le boost supplémentaire. Et donc, pour reprendre ces études START A et START B, comme je vous le disais, avec plus de 10 ans de recul maintenant, vous voyez que les courbes sont strictement superposées. Et donc, dans ces 2 essais, avec plus de 2200 patientes chacune, et puis idem dans l'étude Ontario, donc l'étude canadienne, eh bien, on voit que le schéma en 25 séances est tout à fait équivalent à des schémas avec moins de séances, donc 15 ou 13 fractions sur 3 semaines pour cette étude START B. Et puis, ce qui est important, c'est de bien voir le prix à payer
pour cette réduction du nombre de séances. Et la crainte, c'était qu'en augmentant la dose par séance, eh bien, on augmente aussi la toxicité, en particulier la toxicité aiguë et surtout la toxicité tardive, puisqu'encore la toxicité aiguë, on se dit qu'elle va régresser, mais la toxicité tardive, on n'a pas tellement de moyens de la prévoir, et puis elle va persister dans le temps et potentiellement réellement impacter les patientes. Eh bien, on a été particulièrement surpris et satisfait de voir ces résultats, puisque vous voyez que ce soit pour des items d'induration du sein, donc de fibrose du sein, ou de shrinkage, donc de rétraction du sein, ou d'œdème du sein, ou de télangiectasie, eh bien, on est tout à fait en faveur des schémas hypofractionnés, et ceci avec 10 ans de recul. Sur d'autres aspects de toxicité qui pourraient être plus impactants, comme les toxicités cardiaques, notamment chez les femmes traitées pour un sein gauche, eh bien, on voit qu'effectivement, la toxicité cardiaque, elle n'est pas nulle, hein, entre 0,1 et 0,5%, mais qu'elle n'est pas plus importante lorsqu'on fait une radiothérapie hypofractionnée que lorsqu'on fait une radiothérapie normofractionnée. Et encore une fois, on a 10 ans de recul, donc on a des données qui sont assez solides. Et encore une fois, ce n'est pas une étude, c'est 2 études anglaises plus une étude canadienne que je ne vous ai pas détaillée ici, mais qui montre exactement la même chose, donc des données extrêmement solides. Et comme je vous le disais, les Anglais se sont posé la question d'aller plus loin et de passer à 5 séances seulement. Donc d'abord 5 séances à raison d'1 séance par semaine, donc sur 5 semaines au total. Donc ça ne change pas la durée totale du traitement, mais ça change le nombre d'allers-retours et le nombre de séances. Et vous voyez qu'avec près de 1000 patientes randomisées, eh bien, à 10 ans de recul, mais pour des patientes qui étaient des patientes qui avaient un cancer du sein de stade précoce, de bon pronostic, sans atteinte ganglionnaire, vous voyez, avec des tumeurs plutôt de petite taille, 1,3 cm en moyenne, un âge supérieur à 50 ans, avec un âge moyen de près de 63 ans, eh bien, en évaluant cette toxicité sur les tissus sains, les Anglais ont montré, qu'il y avait très peu de toxicité, quel que soit le bras de traitement, puisque vous voyez que les toxicités modérées ou marquées, donc en rose un peu foncé ou en rose très foncé, sont quand même extrêmement minoritaires. Et ceci, que l'on regarde l'induration du sein, les télangiectasies ou les autres toxicités. Donc, quel que soit le schéma de traitement, les toxicités sont faibles. 2, les toxicités ne sont pas plus importantes avec le schéma en 5 séances, mais l'un des 2 schémas en 5 séances seulement, c'est-à-dire le 28,5 Gray en 5 séances. Parce que lorsqu'on utilise un schéma un petit peu plus dosé, 30 Gray en 5 séances, eh bien là, c'est la courbe bleu turquoise ici, la courbe se sépare et on a effectivement un peu plus de toxicité, c'est-à-dire un peu moins de patientes qui ont une probabilité de ne pas avoir de toxicité. Et ça, c'est vrai pour la rétraction du sein, c'est vrai pour l'œdème du sein, c'est vrai pour les différents items de toxicité qui étaient évalués. Ce qui est important, c'est que dans cette étude, donc encore une fois avec 10 ans de recul, mais chez des patientes de bon pronostic, eh bien, les outcomes oncologiques étaient strictement équivalents. Le endpoint principal portait quand même sur la toxicité et pas sur l'efficacité. Alors, on a cette deuxième étude, Fast Forward, qui a évalué 5 séances, mais en une seule semaine, donc un traitement vraiment plus compact. Et comme entre-temps, le traitement standard avait changé et qu'on était passé à un traitement standard de 15 séances sur 3 semaines, eh bien, le bras comparateur, c'est ce 40 Gray en 15 séances sur 3 semaines, avec là aussi 2 niveaux de doses testés et cette fois-ci une étude plus large en termes de population, puisqu'on a 4000 patientes, des patientes à partir de 18 ans, des patientes qui avaient un T1 à T3 N0, M0, donc quand même des patientes de bon pronostic, mais avec une population, j'insiste encore une fois, beaucoup plus large, et un objectif principal de contrôle local de la maladie à 5 ans. Et là aussi, résultat extrêmement satisfaisant dans le Lancet en 2020, puisqu'on voit que les 3 schémas sont tout à fait non inférieurs en termes de risque de récidive, idem en termes de survie globale, bien sûr, mais on n'est qu'à 5 ans. Et puis, quand on regarde les différents paramètres oncologiques, là aussi, vraiment des résultats très similaires entre les 3 bras en termes de récidive, de mortalité spécifique ou même de décès d'autres causes, notamment de causes cardiaques, notamment chez les patientes traitées pour un sein gauche. Donc, pas plus de décès par cancer, mais aussi pas plus de décès par d'autres causes que le cancer. Et si on s'intéresse aux toxicités aiguës et aux toxicités tardives, eh bien, il y avait eu un premier papier en 2016 qui avait évalué ces toxicités aiguës et qui montrait que dans les 3 bras, on avait finalement des toxicités faibles, avec principalement des grades 1, très peu de grade 3, pas de grade 4, pas de grade 5, bien évidemment. Mais quelque chose d'intéressant qui est que pour les schémas très courts, eh bien, le pic de toxicité, il survient après la première semaine, donc après la semaine de radiothérapie, donc quand la patiente est toute seule chez elle. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte dans l'organisation du schéma de soins et du suivi de la patiente et du parcours de la patiente.
Quand on regarde les toxicités tardives chez ces patientes, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence entre le bras 26 Gray en 5 séances et le bras 40 Gray en 15 séances, sauf peut-être pour l'induration du sein chez les femmes jeunes, mais ça reste des indurations de grade modéré, donc peu impactantes cliniquement. Donc, au total, eh bien, on a 2 études qui nous montrent que la radiothérapie en 5 séances, c'est faisable. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à Gustave Roussy, on a décidé de lancer un programme de radiothérapie sur 5 jours avec la contribution de l'expertise de tous les membres de notre équipe. D'abord, l'organisation, puisqu'on s'est dit, finalement, si on peut faire la radiothérapie sur 5 jours, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir la totalité de la prise en charge de radiothérapie en 5 jours. Et donc, de faire la consultation de la patiente le lundi matin, dans la foulée, le scanner de simulation, dans la foulée, le contourage, la dosimétrie et la première séance. Et comme ça, on fait une séance lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, la patiente a terminé son traitement, elle a sa consultation de fin de traitement, elle rentre à la maison et elle a terminé sa prise en charge en radiothérapie. Alors ça a été un gros challenge et quand on a proposé ça, je peux vous dire que l'ensemble de l'équipe a un peu grincé des dents parce qu'il a fallu bousculer les plannings de consultation, les plannings de scanner et puis surtout, il a fallu trouver le moyen de pouvoir faire le contourage directement et en un temps record. Et là, on a été beaucoup aidé par les logiciels basés sur l'intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui de faire un contourage automatique et de gagner un temps considérable puisqu'en fait, il arrivait quand même assez régulièrement d'avoir au moins une quinzaine de jours entre la consultation et le scanner, au moins une quinzaine de jours entre le scanner et la mise en place, donc le début du traitement, et on a pu réduire tout ça à un seul jour. Donc le contourage automatique est fait, un premier médecin va valider, modifier, corriger éventuellement ce contourage automatique s'il y a besoin, un deuxième médecin le valide de manière indépendante, et ensuite on a une dosimétrie qui là aussi prenait plusieurs heures, et qui a pu être scripté en fait par nos physiciens médicaux qui ont programmé en fait les différentes étapes de cette dosimétrie pour qu'elle s'enchaîne automatiquement et que cette dosimétrie puisse être réalisée aujourd'hui en quelques minutes là où c'était réalisé en plusieurs heures. Une fois que cette dosimétrie est faite, eh bien, elle va être vérifiée par un physicien médical puis transférée au poste de traitement. Jusque-là, les traitements qui intégraient de la modulation d'intensité nécessitait en fait un contrôle qualité patient individuel sur les machines, qui prenait du temps sur les machines, donc temps pendant lequel on ne pouvait pas traiter les patients, et qui du coup augmentait en fait cette attente avant traitement. Grâce à ce système de dosimétrie scriptée en modulation d'intensité restreinte, eh bien, comme les paramètres de modulation sont restreints, on sait que la machine est capable de délivrer ce traitement, et ça on le sait parce qu'on a fait une série de tests sur un grand nombre de patients avant de démarrer cette technique, donc pour la mise au point de cette technique, et qui nous a permis de montrer qu'on rentrait dans les critères de contrôle qualité systématique, et donc de ne plus avoir à faire des contrôles qualité individuels, et d'avoir simplement un contrôle qualité global et ensuite des contrôles qualité aléatoires, ce qui libère un temps considérable sur les machines et donc ce qui permet de réaliser cette première séance le jour même. On est parti dans l'idée de traiter 100 patients par an environ, puisque, bien évidemment, pour qu'elles aient leur traitement l'après-midi, eh bien, il fallait pouvoir les voir toutes le matin. Et donc, ça représente, on s'était dit 2-3 patientes par semaine. Aujourd'hui, on est en fait à 4 patientes par semaine. Et en tout juste un an, on a traité à peu près 150 patientes. Donc, on est au-delà de ce qu'on espérait. Voilà toutes les étapes réalisées dans la journée du lundi, avec la contribution effectivement de toute l'équipe, puisque en parallèle de l'avancée de ce dossier, je dirais technique, pour arriver jusqu'au traitement de la patiente, eh bien, se déroule la journée de la patiente et on met à profit cette journée pour avoir une consultation manip d'éducation et d'information au traitement, la possibilité d'aller rencontrer les équipes de soins de support pour la prise en charge diététique ou les aspects psychosociaux, d'esthétique, etc., d'image corporelle. L'information aussi sur l'hormonothérapie. Bref, c'est une journée qui est extrêmement utile par ailleurs pour le parcours de la patiente. Et on a défini nos critères de sélection de cette population sur la base des critères des essais anglais et notamment du fast-forward, en sélectionnant des patientes avec un carcinome invasif histologiquement prouvé, PT1, AT3, M0, M0, et puis qui n'ont pas besoin de boost pour rester vraiment dans ces 5 séances, donc des patientes de plus de 60 ans.
qui n'ont bien sûr pas d'atteinte ganglionnaire, qui ne relèvent donc pas d'une radiothérapie ganglionnaire, qui sont bien sûr en exérèse complète après traitement conservateur du sein, et pour lesquels il n'y a pas de traitement concomitant systémique, potentiellement radiosensibilisant, donc pas de chimio concomitante, puisque dans les essais anglais, il n'y avait pas de chimio concomitante et qu'on n'a pas de données sur ces grosses doses par séance en concomitance de traitement systémique potentiellement radiosensibilisant. Associé à ça, on a mis en place un système de compte-rendu structuré qui nous permet d'avoir, quel que soit le clinicien, la même trame de consultation avec des données structurées qui sont interrogeables, et on espère pouvoir développer ce modèle pour en faire bénéficier un grand nombre de centres, d'abord en France, mais même au-delà. Aujourd'hui, on est les seuls en France à réaliser la totalité de la prise en charge sur une semaine, mais finalement, on a été contacté par de nombreux centres en France, la PHM à Marseille, Bergonié à Bordeaux, les collègues de l'ICANS à Strasbourg, les collègues d'Angers, pour pouvoir mettre en place ce type d'approche et voir quels sont les outils nécessaires et comment on peut partager ces outils. Donc, au total, finalement, la radiothérapie modérément hypofractionnée, c'est déjà un standard, mais on va vers une radiothérapie encore plus hypofractionnée qui aujourd'hui est une option validée, mais qui a du mal à se mettre en place en France, alors qu'elle constitue une réelle désescalade du fardeau thérapeutique, avec des associations de patients, des patients qui nous apportent vraiment leur témoignage sur leur satisfaction et l'espoir qu'il y a à essayer de développer ça à plus large échelle. C'est vrai qu'on est très limité en France, d'une part parce que c'est des données relativement récentes et puis parce que ça nécessite toute une organisation, un certain nombre de logiciels qui ne sont pas encore disponibles partout, mais aussi parce qu'on a une tarification qui est à l'acte et non pas à l'ensemble. Et donc, c'est vrai que pour un établissement hospitalier, passer de 33 séances à 5 séances, c'est une perte financière aujourd'hui qui est limitante en termes d'acceptabilité de ce type de traitement. Et je pense qu'on a vraiment un gros travail à faire pour faire en sorte que ces traitements soient plus accessibles. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je voulais remercier toute l'équipe qui a participé, bien sûr les équipes anglaises qui ont développé ces protocoles et les patientes qui ont intégré ces études et notre programme en 5 jours. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations qui nous montrent bien de façon différente des enjeux techniques, mais pas que. Il y a vraiment ces enjeux organisationnels autour de la désescalade. Donc, c'est exactement ce à quoi Laura, Déborah et moi nous sommes attaqués. C'est cette question organisationnelle. Puisque l'idée, c'est qu'effectivement, dans notre appel à projet, nous voulons promouvoir la désescalade. Alors, promouvoir la désescalade, c'est quoi? C'est pas, dans cet appel à projet-là, faire l'étude qui va valider une technique de désescalade. Ça, il y a d'autres appels à projet pour ça. Il y en a notamment un que vous connaissez bien qui s'appelle le PHRC. Et dans le PHRC, il y a un abondement supplémentaire de plusieurs millions d'euros pour des techniques qui vont promouvoir la désescalade. Donc, effectivement, ce qui est encore du domaine de la recherche, on le laisse à la recherche. Par contre, ce qui est déjà un standard, avec des conditions, équipe formée, patiente d'une certaine catégorie, on a vu, eh bien là, on se dit, il faut que l'accès soit le plus large possible, le plus vite possible. C'est une question d'équité d'accès, de se dire si cette technique est validée, eh bien, les patients pour lesquels elle est indiquée doivent pouvoir en bénéficier. Et donc, l'idée de cet appel à projet, c'est d'aider à lever les freins, d'aider des équipes à avancer pour diffuser ces techniques et les diffuser avec des critères qualité pour qu'elles conservent leur niveau d'efficacité et qu'elles donnent tout l'effet attendu en termes de prévention des séquelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire on va motiver des équipes hospitalières, des équipes de ville, des équipes ville-hôpital pour que dans leur territoire, la désescalade devienne une réalité pour tous les patients. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas un patient qui a accès à la désescalade parce qu'il a été orienté par un généraliste, par un spécialiste qui savait qu'à tel endroit, il y avait sûrement possibilité d'avoir accès à quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs, mais bien de se dire que cette décision, elle va se baser sur une question de pertinence par rapport à un patient donné et que dans un territoire, on va faire le maximum pour qu'il ait accès
à cette offre de désescalade. Donc, c'est vraiment de diffuser ces techniques et pour nous, au niveau de l'Institut, bien de capitaliser sur tous les projets qui vont exister pour modéliser ce déploiement de techniques de désescalade et bien prendre en compte les enjeux qui sont des enjeux de structuration des équipes, qui sont des enjeux de formation, qui sont des enjeux d'équipement, qui sont des enjeux aussi, oui, liés à la réforme des autorisations sur laquelle nous travaillons avec le ministère, des enjeux liés à la réforme des financements, par exemple la forfaitisation en radiothérapie, qui est un autre sujet que nous travaillons et qui sont des sujets qui ont été pris en compte dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers pour ne pas être des freins à l'innovation et ne pas être des freins à l'équité d'accès au traitement. Donc, même si dans l'appel à projet, on ne va pas là lever tous les freins, on va essayer en tout cas de permettre à des équipes de proposer. Alors, de proposer quoi? De proposer de la désescalade, vue largement, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment cette question d'alléger le fardeau du patient. Donc, c'est vraiment de dire à des équipes, vous avez mis en place une technique ou vous pensez que vous pourriez mettre en place une technique qui va être moins invasive, qui va être plus ambulatoire, qui va permettre un retour à l'emploi accéléré, qui va permettre de venir moins souvent, moins longtemps à l'hôpital, qui va avoir moins de conséquences pour le patient dans son aspect physique avec moins de cicatrices. Eh bien, voilà, tout ça, c'est ce que l'on va encourager dans cet appel à projet, c'est comment vous allez le porter, comment vous allez le mettre en place, de quoi vous allez avoir besoin. Donc, on l'a vu, ça peut être vraiment un temps de formation, ça peut être un équipement, ça peut être de la formation des correspondants médecins généralistes pour que quand le patient va retourner en ville, son suivi après l'intervention ne soit pas le même. Ce que disait Sophia, ben voilà, les patientes, on ne les voit plus au moment où elles font la toxicité, donc l'éducation thérapeutique, le suivi en ville vont être des choses à anticiper, vont être importantes. Donc, l'idée, c'est que les schémas organisationnels qui sont pertinents, mais pas que dans le service expert, mais bien dans l'ensemble du parcours de ce patient, intégrés dans la stratégie complète. C'est effectivement pas la même chose au quotidien de faire la stratégie totale avec FOLFIRINOX pour nos patients que ce que l'on faisait il y a quelques années. C'est pas le même parcours à leur expliquer, c'est pas le même vécu, c'est plus long, c'est plus dur, mais effectivement, à la clé, il y a aussi des résultats importants. Et donc, rajouter là-dedans un élément supplémentaire qui va être pour certains bien sélectionné dans des équipes sélectionnées, une chirurgie un peu spécifique, c'est effectivement un élément supplémentaire. Donc l'idée, c'est d'avoir cet accès effectif pour chaque patient lorsque c'est possible, lorsque c'est indiqué, lorsque voilà, le patient a bien compris aussi, lorsque tout cet environnement, finalement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est un modèle que beaucoup d'entre vous ont expérimenté lorsqu'on est passé à la chirurgie ambulatoire. C'était vraiment cette idée de on va faire en un jour, mais en un jour, eh bien, c'est quoi le contrôle antalgique post-op? C'est quoi le suivi des urgences? C'est quoi? Toutes ces questions, vous les êtes posées les uns les autres quand vous êtes passé à la chirurgie ambulatoire en cancérologie ou hors cancérologie. C'est vraiment la même chose, mais là avec l'ensemble des techniques que l'on peut utiliser en cancérologie, l'ensemble des alternatives, l'ensemble des combinaisons de techniques. Et donc, lorsque vous allez déposer vos candidatures à cet appel à projet, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre des projets qui vont évidemment vérifier que cet objectif de désescalade, il est atteint. C'est-à-dire que le projet permet bien de se dire que l'on a mis toutes les barrières de sécurité, toutes les organisations pour qu'on avance vers un projet qui est bien de la désescalade, qui va bien être capable de respecter ce qui a été publié, ce qui a été démontré, ce qui est admis dans la pratique. On va s'attacher à voir que, effectivement, par exemple, voilà, les formations auprès des experts qui maîtrisent la technique, que la prise en compte de l'ensemble d'un bassin de vie et des parcours des patients dans ce bassin de vie ont été pris en compte. On va s'assurer aussi qu'il y a eu nécessairement des freins, mais que les modalités d'évaluation ont permis de les repérer. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour après pouvoir répliquer ces schémas, c'est-à-dire pouvoir dire, regardez, dans tel bassin de vie, dans tel territoire, ils ont réussi à faire moins d'hospitalisation, ils ont réussi à faire plus de soins à domicile, ils ont réussi à faire moins de temps à l'hôpital, moins de complications chirurgicales, moins de retours en urgence. Comment on fait pour que dans les autres territoires, ça se diffuse, pour que ça puisse aller vers d'autres pratiques? Et donc ça, c'est nous, notre travail de capitalisation, alors qu'il y a un travail à la fois sur cet appel à projet cette année, et puis cet appel à projet, il va être récurrent tous les ans pendant 5 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va aussi capitaliser sur cette espèce d'apprentissage collectif où les projets qui sont des projets relativement courts, puisqu'on est sur 18 mois, eh bien, au bout d'un moment, on va avoir des projets qui
amènent leurs résultats et qui permettent d'en enchaîner d'autres, soit dans les mêmes équipes, soit dans d'autres équipes, et donc collectivement d'apprendre et d'enrichir notre démarche qualité. Et in fine, c'est vraiment l'idée de se dire combien de patients vont vraiment avoir un allègement de leur fardeau de traitement grâce à cette diffusion de ces modalités de traitement et comment ce projet va vraiment permettre qu'à terme, on imagine qu'il y ait moins de séquelles. Notre objectif, il est fort, hein, puisque aujourd'hui, 2 tiers des patients 5 ans après le cancer présentent des séquelles médico-psychosociales et que l'objectif, c'est de diviser ce chiffre par 2. C'est l'objectif fixé dans la stratégie décennale. Donc, effectivement, traiter les séquelles, c'est important, mais les prévenir, c'est vraiment essentiel. Et donc, cette promotion de la désescalade thérapeutique, elle vise vraiment à diffuser cet état d'esprit de réflexion en équipe, de réflexion sur les techniques pour se dire comment je fais demain pour, dans ma région, parce que je suis une ARS, dans mon établissement, dans mon groupe d'établissement, si je suis dans une fédération hospitalière, comment je fais pour que ça soit une réalité et pour que les patients qui vont relever de ce territoire, qui vont relever de cette organisation, eh bien, puissent avoir accès à ces techniques de désescalade. Voilà. Et donc, on va maintenant pouvoir passer aux questions. Merci à tous ceux qui contribuent déjà. Alors, on a des questions qui sont un petit peu plus techniques et qui sont liées aux interventions de Frédéric ou de Sophia. Et puis après, on a des questions un petit peu plus organisationnelles. Alors, une première question un petit peu technique. On nous demande quelle pourrait être la place des schémas hypofractionnés dans des irradiations qui se placent à un autre temps du parcours de la maladie, et notamment pour les carcinomes in situ. Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de données sur les carcinomes in situ pour ce qui est de l'ultra-hypofractionnement, puisque ces patientes-là n'étaient pas inclus dans les études. En revanche, pour les in situ, initialement, on n'avait pas de données pour le modérément hypofractionné. Puis, on a eu des données rétrospectives pour le modérément hypofractionné. Et là, il y a plusieurs études qui sont maintenant fermées aux inclusions qui ont évalué cet hypofractionnement modéré dans les in situ. Les in situ, heureusement, ils ont un excellent pronostic. Et donc, du coup, pour avoir l'équivalence ou la non-infériorité sur les outcomes oncologiques dans l'in situ, il va nous falloir au moins 10 ans de recul. Donc, l'étude du TROG, donc le groupe tasmanien et australien qui a évalué en fait l'hypofractionnement modéré dans le sein, s'est terminé il y a quelque chose comme 2 ans maintenant. Et donc, du coup, on attend ces résultats-là. Néanmoins, c'est vrai que sur la base de, je dirais, du type histologique, du profil d'évolution de la pathologie, de tout le rationnel biologique, sur la base des études rétrospectives et des données qui sont strictement en ligne avec ce qui s'est passé dans l'infiltrant, eh bien, l'hypofractionnement modéré a été validé comme une option pour les in situ. Pour l'ultra-hypofractionnement, on n'y est pas encore. Et il y a à lancer les études dessus. Mais alors là, du coup, c'est, j'imagine, en dehors de cet appel à projet, parce qu'on n'est pas sur des montants qui permettent de faire une étude randomisée de phase 3. Voilà, c'est effectivement pas l'orientation. Et donc, on va être plutôt côté PHRC et côté recherche clinique. Mais les deux sont vraiment liés. Et donc, l'objectif pour nous, c'est aussi de se dire que dans les futures éditions de l'appel à projet, on aura eu des résultats d'études cliniques et on pourra effectivement passer à l'étape d'après qui est de se dire maintenant qu'on a le résultat, on va diffuser la pratique. Mais effectivement, c'est important de bien se dire que cette désescalade, elle est liée évidemment au pronostic de départ et que paradoxalement, les gens qui ont un très bon pronostic, ils ont parfois ce très bon pronostic parce qu'on a su mettre en œuvre tous les traitements nécessaires. Et effectivement, quand on a des taux de guérison très importants dans certaines maladies, oser faire de la désescalade peut être un vrai problème. Donc là encore, pour le coup, l'appel à projet peut aussi être un moyen d'encadrer les choses. Alors, on a pas mal de questions qui pointent ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire aussi cette capacité à intégrer dans nos procédures administratives
ces éléments. Il y a ces éléments de cotation et de T2A qui peuvent parfois venir contrecarrer un peu nos ambitions sur la désescalade. Donc, c'est un point important. Alors, pour autant, voilà, quelqu'un pose la question de l'accompagnement prévu dans l'appel à projet. Alors, j'imagine qu'il y a derrière cet accompagnement deux sens au mot accompagnement. Accompagnement au sens méthodologique et comment on va suivre les porteurs de projet, et puis accompagnement au sens financement de l'appel à projet. Alors, Laura, Déborah, si vous avez des commentaires peut-être sur ces deux points. Moi, je veux bien commencer. Je sais que c'est pour répondre à Marie-Hélène, donc je le fais avec d'autant plus de plaisir. Donc, Marie-Hélène, je commence par les sous parce que je pense que c'était à ça que tu pensais en premier. C'est un accompagnement financier qui est assez conséquent par rapport à ce que l'INCa a l'habitude de proposer dans le cadre de ses appels à projets. On est sur des montants de l'ordre de 100 à 150 000 euros d'accompagnement par projet sur une période, comme l'a indiqué Jean-Baptiste, de 18 mois. Et donc, cet argent, pour nous, a effectivement différents objectifs, et il pourra répondre à la fois à des besoins d'accompagnement, que ce soit en temps de personnel, en évaluation, que ce soit aussi en accompagnement à l'acquisition de petits équipements, voire même à l'accompagnement de travaux et d'opérations d'investissement. Rappelez-vous, Jean-Baptiste l'a dit, l'appel à projet sur la chirurgie ambulatoire, à l'occasion duquel la DGOS avait délégué aux établissements des crédits qui ont permis à la fois justement de réaliser des actions de formation, de réaliser des aménagements de locaux de façon à prévoir justement des UCA. Évidemment, on s'inscrit dans une logique de cofinancement comme très souvent les appels à projets de l'Institut. Donc, il y aura cet argent que nous apportons, et d'autre part, les établissements seront amenés eux-mêmes à nous présenter des éléments sur leur dossier de façon à ce qu'eux aussi puissent apporter leur part de financement. Et puis après, dans certains cas, peut-être qu'on pourra se joindre à des financements aussi des ARS, puisque les ARS elles-mêmes, et on a des collègues des ARS qui nous regardent, qui nous écoutent, sont amenés à accompagner des projets de ce type. Donc voilà, tout pourra contribuer à cette cause. Et alors je laisserai peut-être après Laura préciser sur le deuxième volet de l'accompagnement, qui sera l'accompagnement un petit peu plus méthodologique et en termes d'évaluation. Mais sur les financements, on souhaite vraiment être sur une couverture assez large, de la même façon que sur la notion de désescalade, on est aussi sur une acception large. Et peut-être juste, avant de passer la parole à Laura, une dernière précision de ma part. Jean-Baptiste l'a évoqué rapidement. Donc, on n'est ni sur un projet de recherche, ni non plus sur un projet article 51. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourra pas déroger à des règles existantes. J'ai bien entendu Sophia et effectivement cette limite du financement et de la tarification à l'activité qui, pour le coup, n'est pas hyper compatible en fait avec la désescalade. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, pas de dérogation. En revanche, il est important que vous puissiez nous remonter, par exemple, dans les freins ou les difficultés rencontrées, le fait que, effectivement, parfois, sur certaines modalités de traitement ou certains types de prise en charge, eh bien, en effet, le modèle de financement a été contre-productif au bon déploiement du projet. Parce que nous, c'est autant d'éléments qui nous permettront aussi, de faire un peu de capitalisation et ensuite de pouvoir aller échanger avec nos collègues de la DGOS notamment, pour pouvoir envisager de faire bouger les lignes. Vous le savez, hein, ce sujet de la tarification à l'activité, c'est quand même un éternel débat, et donc il ne faudrait pas que l'on puisse, dans ce cadre-là, être bloqué par ces considérations. Mais bon, tout ça pour dire que malheureusement, on ne dérogera, malheureusement ou heureusement, mais on ne dérogera pas aux règles ni organisationnelles, ni financières et de facturation dans le cadre de cet appel à projet. Laura, je te laisse compléter, du coup, si tu le veux bien, sur l'autre partie de l'accompagnement, et notamment évaluation et méthodologie, comme l'évoquait Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Donc, comme
comme vous l'a expliqué Jean-Baptiste, un des forts enjeux ici de cet appel à projet, ça va être la réplicabilité des interventions et la mesure des impacts. C'est pourquoi on a souhaité insister sur les aspects évaluation. Quand on parle d'évaluation, c'est évidemment des éléments quantitatifs qui permettront notamment de mesurer combien de patients, par exemple, sont concernés, mais aussi pouvoir avoir une idée de tous les éléments plus qualitatifs et notamment aussi bien les freins, par exemple au déploiement du projet, mais également tous les éléments qui sont venus faciliter le déploiement du projet pour ensuite pouvoir capitaliser sur ces éléments et identifier si, par exemple, dans le territoire voisin, ces facteurs de succès sont susceptibles d'être présents également. Donc, c'est également un volet important de l'appel à projet. Et de toute façon, j'en profite peut-être pour vous indiquer que je me tiens à votre disposition dès lors que le texte complet aura été publié pour répondre à vos questions. Beaucoup d'entre vous ont d'ores et déjà mes coordonnées dans l'invitation au webinaire de ce soir, mais je me chargerai de vous communiquer à nouveau mes coordonnées pour que vous puissiez m'adresser vos questions, vos interrogations. Merci Laura. Et alors tu le disais effectivement, les patients éligibles. Alors patients éligibles, pour nous, on est vraiment intéressé par ce côté territorial, c'est-à-dire qu'on aimerait typiquement que quelqu'un qui veut se lancer dans l'hypofractionnement, par exemple, imaginons que le projet n'existe pas encore là à Gustave Roussy et qu'on nous dise, tiens, on veut lancer ce projet, on candidate dans l'appel à projet, on aimerait vraiment voir les patientes de plus de 60 ans éligibles, etc. Ça représente sur le bassin d'attractivité de Gustave Roussy tant de patientes et quelle va être la montée en charge, combien on espère en prendre en charge à 1 an, à 2 ans, à 5 ans. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir dire on rend un service de santé publique et cette dimension elle est importante. Alors après il y a beaucoup de projets qui peuvent rentrer là-dedans. On nous demande notamment est-ce que des projets de sensibilisation, formation à la communication des professionnels auprès des patients peuvent rentrer dans ce domaine? Alors oui, dès lors que ça constituerait quelque chose de différent de ce qui est la prise en charge aujourd'hui et que ça permettrait effectivement vous ne me voyez plus apparemment, me dit l'ordinateur, mais on va essayer que cela revienne. Et donc, effectivement, ça va pouvoir entrer en ligne de compte. Après, effectivement, quelque chose qui serait une modification de l'information aux patients ou une modification de la formation des professionnels pour qu'elle se fasse, entre guillemets, tout simplement mieux qu'avant, dès lors que ça ne change pas ce que va devenir la trajectoire du patient, ce que va devenir le parcours de soins, on n'est pas tout à fait dans l'appel à projet. Dans le cadre de l'appel à projet, on a vraiment cette ambition que ça apporte directement au patient et à son parcours, et je vous retrouve. Voilà, mais c'est des dimensions qui peuvent tout à fait entrer en ligne de compte. Alors là-dessus, il y a notamment ce transfert de compétences. Là, c'est peut-être une question que je retournerai aussi pour l'un et l'autre, avec peut-être une première question pour Frédéric sur ce type de technique. Quand on disait centre expert, ça veut dire quoi sur le développement sur un centre? Il y a une courbe d'apprentissage par chirurgien, par équipe. C'est combien de temps à peu près dans une expérience comme celle-là? Et pareil pour Sophia, on voit bien que ça implique un petit peu toute l'équipe. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est vraiment à la portée de tout le monde et qu'on a ces ressources-là, hormis les logiciels et autres sur lesquels justement l'appel à projet peut venir et aider à l'acquisition, mais est-ce que les ressources en termes de compétences sont là partout, ou est-ce que vous voyez vraiment un enjeu fort dans ce volet formation des professionnels et quelque part un peu aussi l'idée de dire
tout le monde ne peut pas se mettre à jouer avec ça sous peine de ne pas répliquer correctement les résultats. Alors, en ce qui concerne du rectum et la technique que j'ai présentée de résection rectale transanale, en effet, je pense qu'il faut que ça soit réservé à des centres experts, parce qu'en effet, il y a une learning curve, à peu près 50 cas, c'est assez long. La learning curve a un vrai impact sur les résultats. Et donc, c'est probablement pas la bonne... on est vraiment dans la situation où il faut un peu centraliser quand c'est la résection rectale transanale. Par contre, là où il faut diffuser, c'est la résection tumorale transanale, qui est beaucoup plus simple. Et la difficulté qu'il y a actuellement et qui est probablement à réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, si la résection tumorale transanale est validée, mais dans des situations très spécifiques, avec pour les centres de périphérie des difficultés à faire le choix, en fait, à décider de cette stratégie dans la situation, c'est là où probablement il faut centraliser la décision et après la diffuser et dire, et le fait de centraliser la décision dans les centres experts pour dire, là, on peut faire un traitement conservateur et dire, faites-le. Il n'y a pas besoin que ça vienne en centre expert pour faire une résection tumorale transanale. Vous faites le FOLFIRINOX, c'est un standard, vous savez le faire. La radiochimiothérapie aussi, c'est assez standard. Mais la centralisation de la décision est aussi potentiellement ce qui peut permettre de diffuser, parce qu'on voit bien que nous, les patients qu'on voit, c'est souvent des chirurgiens qui hésitent, qui ne sont pas sûrs que c'est la bonne indication. Et c'est pour ça que les RCP, par exemple, nous, on a fait une RCP péritoine où c'est aussi très compliqué. C'est des RCP suprarégionales où il y a plein de centres qui peuvent se connecter. Et c'est probablement une solution pour le rectum. Où actuellement il n'y a pas de RCP extrêmement spécialisés, des RCP digestives dans la région, c'est-à-dire des RCP qui traitent KA, cancer de l'estomac, KB, cancer du rectum, KC, hépacarcinome. La spécialisation est un peu diluée et c'est probablement une situation qui pourrait aider à augmenter le nombre de cas où il y a des traitements conservateurs du rectum. Pour ce qui concerne l'hypofractionnement, et en particulier l'ultra-hypofractionnement, c'est sûr qu'il y a quand même une partie formation qui est importante, au sens où il y a des contraintes de dose qui sont spécifiques, qui sont plus difficiles à atteindre que ce qu'on a dans des radiothérapies classiques avec des doses un peu moins fortes par séance. Donc, il y a un aspect formation. Il y a un aspect, effectivement, maîtrise des logiciels et achat des logiciels. Il y a un aspect script de la dosimétrie qui a été mis au point par nos physiciens, mais qui sont tout à fait prêts à partager. Et l'objectif, c'est vraiment de le mettre en open source et que ça puisse être adapté ensuite sur les différents logiciels des différentes machines que chaque centre a, puisqu'on n'a pas tous les mêmes. Et puis, il y a un aspect organisationnel qui du coup s'accompagne quand même de contraintes qui sont pas simples et qui peut-être sont pas extrapolables à tous les centres en fonction de leur taille. Mais du coup, il y a deux possibilités. Il y a effectivement ce qu'on a mis en place avec vraiment tout sur une semaine, toute la prise en charge sur une semaine. Et puis, il y a éventuellement avoir la consultation, le scanner, pas forcément le même jour, et le début de la radiothérapie, pas forcément le même jour, mais faire 5 séances de radiothérapie seulement quand même. Et ça, c'est déjà un gain énorme. Donc, un gain en transport, un gain pour le patient en nombre d'allers-retours, en temps passé à l'hôpital, etc., etc. Donc voilà, il y a un aspect formation, c'est sûr, mais qui peut être quelque chose qu'on peut atteindre, je pense, pour peu qu'on y dédie du temps dans la plupart des centres. Et il y a un aspect organisationnel qui comporte peut-être des contraintes en fonction de la taille du centre, du nombre de machines, etc., qui là n'est pas forcément toujours possible à atteindre partout, mais pour lequel 5 séances peut quand même être atteint. Non, mais merci beaucoup de ces éléments parce que voilà, ça répond à des questions que nous pose notre auditoire, notamment sur cette question d'avoir l'impression que la désescalade, c'est de l'innovation technologique et donc c'est réservé à certains centres. Et là, on voit bien avec votre réponse que à l'un comme à l'autre, qu'effectivement, il y a des garde-fous à mettre, mais qu'il y a vraiment une question de partenariat, de compagnonnage entre les centres experts qui maîtrisent et ceux qui voudraient mettre en place.
Alors avec effectivement cette question de la centralisation par exemple, et effectivement c'est ce qui est porté dans la réforme des autorisations, c'est une RCP Rectum portée par les centres qui auront le niveau de gradation B de chirurgie. Et effectivement, quand on disait territoire tout à l'heure, le territoire, il peut être au sens large, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des centres qui voilà, reposent la question du territoire sur le bassin de vie de leurs patients de recrutement, mais le font en partenariat avec Gustave Roussy en disant nous, on les a contactés pour mettre en place la radiothérapie en hypofractionnement extrême chez nous. On peut très bien imaginer, pour répondre à une collègue, qu'effectivement, eh bien, les praticiens de son hôpital qui voudraient mettre des choses en place dans le territoire corse le fassent avec des collègues du continent qui maîtriseraient la technique et qui pourraient se déplacer, qui pourraient prendre les collègues avec eux dans leur équipe un temps pour justement faire cette transmission correctement. Et donc l'appel à projet, il est aussi là pour ça, aussi là pour favoriser, financer ces éléments de formation, d'apprentissage, de transfert, de procédures, de protocoles, de contrôle qualité. Comme le disait Laura tout à l'heure, l'évaluation est vraiment importante et a été très détaillée dans cet appel à projet, avec notamment une évaluation qui peut aussi, on l'encourage fortement, être médico-économique, parce que comme le disait Déborah, on pourra ensuite revenir à la charge sur la partie financement d'autant plus. Mais effectivement, pour nous, c'était aussi important que l'appel à projet existe pour ça. Évidemment, il apporte des ressources financières et c'est important. Mais comme le disait Déborah, il y a déjà, on le sait, des fédérations hospitalières, des établissements, des ARS qui sont engagés dans cette dynamique. Pour nous, c'est vraiment important que l'appel à projet soit là aussi comme une garantie qualité parce qu'il y aura dans le comité qui va juger des projets, des experts, des différentes techniques, pour aussi s'assurer qu'on est bien à l'état acquis de la science et avec les garde-fous techniques, puisqu'on le rappelle, c'est pas nous nous on signe, notre agent comptable signe l'échec à la fin, mais c'est pas nous qui décidons quelles sont les équipes qui sont retenues. C'est bien un comité indépendant et indépendant au sens où ils ont aussi des déclarations publiques d'intérêt à fournir. C'est un comité indépendant des salariés de l'Institut qui va décider de quels seront les projets retenus. C'est effectivement important. Alors, on a une question sur la mesure de cette désescalade dans nos territoires. Comment est-ce qu'on va mesurer cette désescalade? Alors, je ne sais pas si l'une ou l'autre, vous avez des éléments à apporter, sinon moi j'aurais aussi deux, trois choses à dire là-dessus. Vas-y, tu peux commencer. Ouais, non, mais je pense que comment on va mesurer, alors déjà, c'est vraiment cette question évaluation, et Laura le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment, on va demander que dans les projets, il y ait justement des indicateurs qui aient été élaborés pour ça, pour être vraiment capable de mesurer cette désescalade. Alors, ça pose une question qui est aussi la durée des projets, bien sûr, parce que si on veut mesurer l'effet de la désescalade et qu'on veut le mesurer sur des indicateurs cliniques, c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'on l'a bien vu dans vos présentations, les résultats ils peuvent être à plusieurs années en termes de toxicité tardive. Donc il faut que les marqueurs intermédiaires d'efficacité qui seront choisis soient les bons. C'est pas forcément toujours simple et la toxicité aiguë n'est pas toujours corrélée à la toxicité tardive. Donc on sait bien que c'est un facteur potentiellement limitant. Encore une fois, on repart d'interventions qui sont validées. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, si on a réussi à répliquer l'ensemble du process, logiquement, on devrait observer les mêmes résultats. Et si on le voit sur des résultats à court terme, ça devrait se valider sur le long terme. On n'est pas dans l'expérimentation, on est bien dans le déploiement et l'expérimentation au sens organisationnel. Donc c'est vraiment important parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que justement on soit dans c'est à peu près fait comme ça dans le papier, donc on va modifier ça, et puis à la fin, au final, on n'a plus le même protocole de soins et on n'attend peut-être plus les mêmes résultats. Là, on est vraiment dans l'idée de dire vous pouvez avoir une démarche de recherche par ailleurs. D'ailleurs, ça peut éventuellement même à terme se coupler, mais on est vraiment là plus dans l'idée de
on répond à un besoin et donc finalement on va pouvoir entre guillemets décompter les patients aussi en fonction, un peu comme Sophia le disait tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on attend comme montée en charge potentielle. Ce pool de patientes qu'on est capable de traiter, à quoi il correspond par rapport à l'ensemble des patientes qui est aujourd'hui reçu par le centre, à quoi il correspond par rapport au pool encore plus large qui est les patientes qui dans la région pourraient avoir accès. Et finalement, nous, on va vraiment s'intéresser à comment le projet répond à une forme de montée en charge pour ouvrir cette désescalade, pour qu'il y ait une équité d'accès à ces techniques. Donc ça va vraiment être ça un des points qui va nous permettre de mesurer cette désescalade. Et puis à plus long terme, dans le cadre de la stratégie, là, c'est aussi les études plus largement qu'on va pouvoir mener. Alors ça nécessite d'avoir des codes, des actes qui décrivent, ça nécessite de pouvoir coder des séquelles. Donc voilà, il y a des choses qui sont en place sur le long terme et qui se traiteront dans le cadre de la plateforme de données en cancérologie et des projets de la filière intelligence artificielle. Mais effectivement, il y a vraiment cette idée déjà dans les projets de mesurer que le projet a atteint son objectif et a été capable de recruter une file active telle qu'elle était attendue. Alors, on a une question justement un peu là-dessus qui nous disait est-ce que 18 mois, ça n'est pas trop court Peut-être que c'est un petit peu limite. C'est aussi la première édition et on va voir un petit peu quels seront les projets. C'est aussi pour ça qu'on est content de vous avoir avec nous ce soir pour nous écouter et pour recevoir ces messages. C'est que là, maintenant, le projet, l'appel à projet va paraître normalement demain si tout va bien, au plus tard peut-être lundi, que les réponses sont attendues pour… Laura redira la date exacte car ça a bougé plusieurs fois et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quelque part peu après le deuxième tour des élections présidentielles pour donner une fenêtre de tir un peu large et Laura dira la date exacte. Donc ça veut dire qu'effectivement on s'adresse aussi pour cette première édition peut-être à des gens qui sont un petit peu déjà prêts, qui avaient déjà l'idée de tiens, ce serait bien si on arrivait. Et voilà, et là, l'appel à projet, ça va être l'élément déclencheur de dire, OK, le logiciel qui permet effectivement le contourage, on ne l'avait pas, là, on va avoir un coup de pouce pour aller l'acquérir. On n'avait pas formé notre physicien, on n'avait pas au bloc tel matériel, on avait dit qu'on contacterait telle équipe pour qu'ils nous forment et puis on ne l'a pas fait. Voilà, là, c'est vraiment l'idée de on est presque prêt, on y va, on se lance. Mais on se doute bien que pour certains, ce sera un petit peu court pour répondre. Et on se doute que 18 mois, ça peut être court pour évaluer. Mais en même temps, comme je le disais, on est vraiment dans l'idée de on prend quelque chose qui est déjà existant, on prend quelque chose qui a déjà été prouvé et on va le mettre en place. Donc cette mise en place, c'est vraiment de la mise en place de soins en routine. Il peut y avoir des freins, il peut y avoir des difficultés, mais on imagine qu'elle peut se faire en 18 mois. Et peut-être à titre complémentaire, Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on est effectivement à ce stade-là plus une phase d'aide à l'action que d'aide à l'exploration. Et donc, de fait, les établissements qui seront retenus sont ceux qui seront à un niveau de maturité peut-être un petit peu plus élevé. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'on s'inscrit dans une logique de récurrence, on peut aussi se dire que ceux qui sont un peu plus loin, qui sont moins matures aujourd'hui, finalement, c'est à N+1 qu'ils candidateront parce que déjà, ils auront regardé un petit peu le contenu du cahier des charges et ils verront un peu ce sur quoi on les attend. Et ça veut peut-être dire, un petit peu comme on s'y prend à l'avance avec le PHRCK et les lettres d'intention, que là, effectivement, viennent et seront élus les plus matures. Et puis, le coup d'après, on laisse un petit peu les gens commencer à réfléchir, avoir ce temps de la réflexion pendant 1 an pour peut-être présenter leur dossier dans 1 an à la même période. Après, on verra si dans 1 an, on nous apporte finalement, non pas la preuve, mais en tout cas l'information selon laquelle ce serait mieux de faire sur du 24 mois. On a aussi la possibilité d'étendre un petit peu cette durée d'expé, mais en tout cas, on laisse la possibilité aux moins matures de se préparer et de revenir pour un deuxième round. Et peut-être juste, vu que j'ai la parole, je la garde 2 minutes pour préciser un tout petit truc à Fabienne sur sa question d'avant qui portait sur les questions de sensibilisation et des professionnels
de santé, notamment pour accompagner les patients vers une meilleure observance et un suivi des thérapeutiques orales. Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Jean-Baptiste sur le sujet, c'est-à-dire que dit comme ça et un peu sec, ça rentre pas vraiment dans le cadre. En revanche, Fabienne, si jamais tu nous présentes le projet dans une logique qui est une logique un petit peu de substitution et où tu nous dis que finalement c'est une logique de passage de chimio-IV vers chimio-Péros et que dans ce cadre-là, effectivement, il y a quand même des ambitions d'aller vers un autre modèle et que pour aller vers cet autre modèle, il y a des actions de sensibilisation et de formation qui sont proposées notamment par les réseaux parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Ça, on achète. Alors, on achète, comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est pas nous le comité de sélection, donc c'est un peu facile de dire ça, mais en tout cas, on peut d'ores et déjà te dire que tu seras éligible. Ensuite, dire que tu seras élu, bah, ce sera forcément le travail de ce comité. Mais je crois qu'en fonction de la façon dont on positionne ce projet et en fonction des objectifs qu'on lui confie, à savoir effectivement de nous amener d'un point A vers un point B, parce que c'est bien ça le sujet, c'est la bascule vers une modalité, un traitement, une prise en charge qui serait moins invalidante, toxique, nocive ou moins lourde, tout simplement pour le patient, ça peut avoir sa place. Voilà. Et en complément, peut-être un point qui est souvent un point final et qui est d'ailleurs le quatrième axe de la stratégie décennale, c'est cette question de la lutte contre les inégalités. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer aussi que dans un projet comme celui qu'on décrit là, qui est un projet de passer à un équivalent strict de chimio-IV en chimio oral ou en sous-cutané ou autre, en tout cas en moins invasif, qui est une part importante de collaboration du patient et que dans un territoire, on ait observé qu'il y a des patients qui sont exclus de cette approche pour une raison de littératie en santé, pour une raison de précarité, pour une raison d'éloignement du centre, et que le fait de mettre en place une action va permettre que cette patientèle-là, et donc à ce moment-là, c'est un projet ciblé sur cette patientèle-là et pas plus largement, va permettre que ces patients-là aient accès à cette modalité de désescalade parce que finalement, il n'y avait pas accès pour des facteurs qui sont des facteurs d'inégalité sociale de santé. Donc ça peut très bien aussi être quelque chose qui pourrait être proposé. C'est pas ce qui sera probablement le plus souvent proposé et qui n'est pas le cœur de cible de l'appel à projet, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tous les deux un petit peu, hein, Frédéric et Sophia, cette importance de l'information du patient et on imagine bien que voilà, s'entendre dire qu'on va avoir la technique chirurgicale qui n'est pas la plus commune, ça peut poser question à un patient et à son médecin traitant, etc. Que pour une patiente vivre cette espèce de journée qui s'enchaîne, ça peut être à la fois très satisfaisant pour celle qui est capable de bien recevoir l'information, mais ça peut être un frein pour d'autres. Donc voilà, développer aussi des alternatives qui permettent que tous les patients dans leur diversité dans leur handicap, dans leur comorbidité et accès à ces techniques de désescalade, ça peut évidemment rentrer là-dedans. Et alors, on approche de la fin, mais on a beaucoup parlé chirurgie, on a beaucoup parlé radiothérapie. Alors évidemment, c'est parce que vous étiez là aussi. On a moins parlé peut-être traitement médicamenteux et une approche de désescalade que nous suggère une collègue d'ARS, qui est cette question de la durée des traitements. Et je pense que ça, c'est un point important qui est abordé maintenant en chimiothérapie adjuvante des cancers du côlon, par exemple, mais qui peut se poser dans d'autres domaines avec la place des traitements d'entretien, avec la place de traitements qui vont être effectivement moins lourds, avec la question de durée de traitement et de comment on mène ces traitements. Donc, ça peut aussi voilà, faire partie des escalades. Là encore, il va bien falloir déterminer par contre la frontière entre des projets de recherche clinique à ce niveau-là et des projets avec vraiment des données validées qu'on va retrouver dans des référentiels et où effectivement on va se dire c'est l'effectivité de ces mesures-là qui n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Alors, les questions diminuées, elles sont après un peu redondantes et on les a probablement déjà un peu traitées. Et puis surtout, comme vous le disiez, Laura, on aura la possibilité de répondre aux questions en direct de ceux qui voudraient candidater, elle en premier lieu, et puis nous sur des questions éventuellement plus techniques.
avec un appel à projet qui donc sera publié demain ou après-demain, enfin en jour ouvrable. Et Laura, tu nous confirmes que les dossiers doivent être remis pour le… Alors, la date limite, c'est donc le 26 avril à 16 h. Voilà, donc juste avant le deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'étais à peu près bon dans ma fenêtre de tir. Donc voilà, pour le 26 avril, c'est effectivement potentiellement assez court, mais encore une fois, on est vraiment dans l'idée d'un projet qui s'appuie sur des choses qui ont déjà été validées. Voilà, donc Frédéric, Sophia, si vous avez un mot de la fin concernant vos interventions, vous êtes les bienvenus pour intervenir maintenant. Sinon, on va se diriger doucement vers la conclusion. Je vous laisse peut-être le petit temps de réaction si vous le souhaitez. Je voulais juste remercier, je trouve que c'est une excellente idée, effectivement, de prendre en compte cette désescalade de la lourdeur des traitements et que, effectivement, ça se décline dans l'ensemble des spécialités en cancérologie. Donc, merci beaucoup. Bah, écoutez, moi aussi, merci déjà de l'invitation. En effet, je trouve en effet que c'est une excellente idée parce que on voit bien qu'il y a plutôt une tendance à l'escalade, pas forcément thérapeutique, mais aussi diagnostique avec la multiplication des examens. Ça devient de plus en plus lourd pour les patients. Moi, je leur dis, et ça me laisse de dire ça à mes patients, quand vous avez un cancer du rectum, dites-vous que vous êtes plus marié avec mon institut qu'avec votre épouse pendant les 6 mois qui viennent. Et c'est vrai que c'est dur pour eux, et donc je trouve que c'est une excellente initiative de la part d'un cas. Mais merci. Alors, pour tous ceux qui vont soumettre des projets, on publie donc, comme je vous l'ai dit, dans les heures à venir, 1,5 million au total consacré à ces projets. Alors, tout à l'heure, Déborah vous a dit 100 à 150 000. Donc, vous allez me dire, vous retenez 10 projets. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est que le 100 à 150 000, il est variable à la hausse ou à la baisse en fonction de l'intérêt des projets. En fait, on va surtout regarder combien de projets vont être classés A ou A+, par le comité. Et on peut ensuite arbitrer avec le président de l'Institut un petit peu pour que ça rentre dans l'enveloppe globale. En tout cas, le signal est fort. Au total, entre PHRC et l'appel à projet, on va être à plus de 5 millions d'euros qui sont mis dans ce sens pour promouvoir la désescalade. Donc, c'est vraiment un signal fort, c'est du reconductible sur plusieurs années. Vous le verrez, on vous en reparlera probablement au deuxième semestre. On a une approche un petit peu différente sur le plan de ce qu'on va financer comme appel à projet, mais qui est du même type pour les cancers de mauvais pronostic et pour avoir aussi cette envie de faire bouger les choses à ce niveau-là. Et puis, pour tous ceux qui n'auraient pas de projet de désescalade, vous avez peut-être un projet de prévention. Vous vous dites peut-être que quand même c'est dommage de voir arriver des gens avec un cancer qu'on aurait pu agir avant, que c'est dommage que vos patients qui ont un cancer, vous les voyez revenir quelques années après avec un deuxième. Eh bien, il y a l'appel à projet Agir en santé publique qui sort normalement, si tout va bien, lui aussi demain, lundi ou dans les jours qui viennent, et qui a un volet, alors là, pour des projets d'amorçage. Donc, vous n'êtes pas encore prêt, vous avez l'idée, mais vous n'avez pas fait le tour de table dans la région, vous ne savez pas qui voudrait travailler, comment, sur quoi. Vous avez votre diagnostic territorial, mais pas beaucoup plus. Ben, voilà, cet axe-là est pour vous. Il y a aussi un axe sur le dossier social partagé. Vos patients ont des glioblastomes, ils demandent leur carte de stationnement à la MDPH, la famille la reçoit après le décès. C'est pas acceptable. Comment on fait pour qu'il y ait des coups-de-fil, pour qu'il y ait des prises en compte de ces situations particulières? Il y a un appel à projet dédié aussi dans l'appel Agir en santé publique. Donc, vous voyez, on a fait une première année. On a beaucoup brainstormé, beaucoup travaillé avec beaucoup d'entre vous, beaucoup fait d'état des lieux. Maintenant, on passe à l'action dans la stratégie décennale. Ça passe par ces appels à projets. Et donc, en fait, maintenant, c'est tranquille pour nous. On a écrit beaucoup de choses. C'est à vous d'agir, de proposer des projets. Donc, vous voyez, c'est très confortable de travailler à l'Institut. Non, on sera là pour vous accompagner. On parlait tout à l'heure d'accompagnement. Ce webinaire, il est là pour le lancement. Il y en aura d'autres pour le suivi et pour accompagner tout le monde en ce sens. Merci à tous. Merci beaucoup à nos intervenants qui se sont mobilisés de façon rapide pour qu'on parle de désescalade tous ensemble. On arrive à l'heure de fin de ce webinaire et merci encore à tous. Merci.